Nicolas Gbou, le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Développer de façon prioritaire les campagnes et les zones urbaines défavorisées. Les ruraux constituent un vaste marché. Nul n'ignore qu'en nombre, ils forment la majorité de la population mondiale. Lorsqu'ils seront dotés d'un réel pouvoir économique, grâce à la réforme économique entreprise en leur faveur par l'État fédéral, ils seront des agents économiques solvables. Les promoteurs publics immobiliers, parapublics ou privés, ne sauraient donc les sous-estimer ni mésestimer la force économique qu'ils représentent. Le gouvernement fédéral, par une politique volontariste, devra s'engager à faciliter l'accès des paysans à des logements décents et modernes, avec eau courante, énergie solaire, équipements sanitaires, etc. Concrètement, les paysans regroupés juridiquement en mutuelles ou en coopératives de production, de commercialisation ou d'épargne rurale auront un accès facile au crédit spécialisé de l'habitat en milieu défini rural par l'État fédéral et distribué par les banques nationales de développement agricole, rigoureusement bien gérées, sous peine de sanctions exemplaires. Les recettes des paysans étant en général annuelles, le remboursement de leur crédit de l'habitat pourrait se faire au moment de la vente en coopérative de leur récolte. Une sorte de retenue à la source serait ainsi opérée sur leurs revenus agricoles. Pour éviter tout abus et jeu retors des hommes politiques ou de quelques élites intellectuelles avides d'argent facile, les coopératives ou mutuelles agricoles devront être gérées par les paysans eux-mêmes, dont les représentants seront au préalable initiés aux méthodes de gestion modernes, initiation aux comptabilités générales, analytiques et prévisionnelles, formation de base aux techniques d'exportation et de gestion des PME agricoles. Les paysans ainsi encadrés ne pourront qu'être fiers d'eux-mêmes et de léguer leur prospérité à leurs enfants. L'Afrique étant l'un des continents où subsiste encore beaucoup d'espace vital, les logements ruraux pourront non seulement être conçus pour héberger des familles nombreuses, mais aussi s'accompagner d'aires de jeu pour les jeunes et d'espaces verts. De telles dispositions sociales ne pourront qu'améliorer le niveau de vie dans les villages modernisés. Pour minimiser leurs coûts de production, ces logements devront être construits avec des matériaux essentiellement locaux ou africains. Cela est tout à fait possible, car on trouve encore, au Mali et au Burkina Faso par exemple, des bâtiments du XIIIe siècle construits avec des matériaux locaux. Avec une volonté politique réelle, l'État fédéral pourra donc favoriser l'éclosion des industries des matériaux locaux de construction. Il en résultera nécessairement la création de plusieurs millions d'emplois liés directement ou indirectement à cette politique vigoureuse de construction de logements et de l'habitat en Afrique. Dans son modèle de développement durable, l'État fédéral africain devrait intégrer la consommation de masse de l'énergie solaire. Sans doute avantageuse pour l'Afrique et abondante sur le continent, qui, grâce au désert du Sahara, demeure le continent le plus ensoleillé. La vulgarisation de l'énergie solaire en Afrique noire se heurte beaucoup plus à un manque de volonté politique qu'à un obstacle technique. En effet, depuis plusieurs années, de nombreux foyers se sont équipés dans le monde de panneaux solaires qui fournissent l'électricité et rendent moins indispensable l'usage des lampes à pétrole, des batteries rechargeables, des moteurs diesel, etc. Dans ces foyers, la radio, la télévision, le chauffe-eau, les fours, les tondeuses à gazon fonctionnent grâce à l'énergie solaire. Après avoir été expérimentés avec succès en Inde, les cuiseurs solaires gagnent aujourd'hui du terrain au Nigeria, où ils sont fabriqués sur place par des ouvriers nationaux formés à cet effet. Au Sahel, notamment au Mali, sont utilisées essentiellement des pompes à eau solaires dans les travaux champêtres. Dans son programme pilote d'électrification rurale, le Maroc a parfaitement réussi à équiper 25 000 villages de générateurs solaires dont le coût unitaire est estimé 3 fois moins élevé que celui d'un raccordement au réseau traditionnel. Le Cap-Vert, qui est dépourvu d'énergie conventionnelle, pétrole, gaz, charbon et énergie nucléaire, se sert principalement de l'énergie solaire pour éclairer, climatiser ou réchauffer si besoin est les salles de classe des élèves et étudiants.
Tous ces exemples concrets montrent que le développement harmonieux de l'Afrique tout entière est possible. Le coût d'investissement d'une technologie nouvelle est toujours élevé en général. Mais lorsque cette technologie est utilisée par un très grand nombre de consommateurs, son coût est très vite amorti et des économies d'échelle se réalisent. Il appartient donc aux États africains d'unir leurs efforts, non seulement pour alléger considérablement les sacrifices financiers consentis individuellement, mais pour mener de concert une vigoureuse politique de retour en Afrique noire des savants, des chercheurs et des inventeurs scientifiques noirs disséminés dans le monde entier et dont les récentes découvertes en énergie solaire sont connues. Parmi les nouveaux domaines d'application de l'énergie solaire découverts par les chercheurs, on peut citer les exemples suivants. La téléphonie rurale, décentralisée, qui permet de relier les différentes zones rurales les unes aux autres. La mise au point des voitures, des autobus, des bateaux et des trains électrosolaires, invention destinée à révolutionner les moyens de transport. Moindre coût, relance économique, etc. Le séchage des plantes médicinales et celui des briques dans le bâtiment. La modernisation de la poterie et de la céramique sont des activités créatrices de nombreux emplois que l'usage rationnel de l'énergie solaire rend aujourd'hui possible. La fabrication des climatiseurs, des maisons et ceux des voitures adaptées au climat chaud de l'Afrique est possible avec l'énergie solaire. Grâce à la parfaite maîtrise de la transformation de l'énergie solaire en énergie domestique par les cerveaux africains, tous les villages du continent peuvent être électrifiés, cas du Maroc. Se doter des commodités modernes, communiquer et commercer entre eux facilement. L'ONU s'est engagée à réaliser, dans les années à venir en Afrique, 300 grands projets d'investissement socio-économique à partir de l'énergie solaire. À la conférence mondiale qui s'est tenue à Harare, au Zimbabwe, du 16 au 17 septembre 1996. Mais l'aide extérieure, quelle que soit sa qualité et sa quantité, ne peut jamais se substituer aux réformes structurelles endogènes indispensables au décollage économique. Elle ne peut être efficace que si elle permet aux nationaux de se prendre en charge en conduisant eux-mêmes la réalisation concrète du plan de développement global et harmonieux qu'ils ont volontairement conçu. C'est grâce à la volonté politique qui s'appuie sur la valorisation des compétences africaines que l'énergie solaire sera vulgarisée effectivement et que l'âge d'or du continent noir sera une réalité en très peu de temps. En effet, on sait combien coûtent actuellement le pétrole, le gaz et l'énergie nucléaire. Les États africains allégeraient considérablement leurs dépenses énergétiques en intégrant dans leur modèle de développement la consommation de l'énergie solaire. Ils pourraient alors vendre, au nord, leurs énergies conventionnelles, pétrole, gaz, et ainsi ils gagneront beaucoup d'argent utilisables aux fins, entre autres, de remboursement de leurs dettes extérieures. L'Afrique pourrait alors acquérir son indépendance financière et se soustraire de la tutelle des bailleurs de fonds internationaux, dont le souci de maximisation des profits prime sur celui du développement socio-économique de leurs débiteurs africains. Ouvrez la citation. Une chose dont l'Afrique ne manque pas, c'est des conseils. En fait, l'Afrique a peut-être reçu plus de conseils par habitant que n'importe quel autre continent. Le FMI, les organismes de financement multilatéraux, les organes de système des Nations Unies et les donateurs bilatéraux participent tous, dans une grande mesure, à la formulation des politiques économiques de l'Afrique et quelques 20 pays appliquent actuellement des politiques d'ajustement sous leur direction. Les contributions extérieures aux ressources sont assez limitées. Entre 1985 et 1989, par exemple, la contribution nette du FMI aux ressources par pays d'Afrique subsaharienne a consisté à prélever aux ressources des pays d'Afrique subsaharienne en moyenne 700 millions de dollars par an. L'un des principaux défis à relever en Afrique consiste à accélérer l'investissement dans les gens, dans les secteurs de nutrition et de la santé, et dans l'éducation, en particulier dans les domaines de la science et de la technique. Ces mesures pourraient aider les pays africains à adapter les nouvelles techniques à leurs conditions,
à devenir plus productifs et plus créatifs, tout en libérant l'esprit d'entreprise, ce qui leur permettrait de rattraper leur retard sur le reste du monde. Intégrer les ressources humaines africaines dans le développement du continent africain. Les grands barrages hydroélectriques, construits sans la participation prépondérante de l'élite intellectuelle africaine, ont piteusement échoué. Cet échec industriel devrait aider les dirigeants politiques africains à comprendre que la guerre économique et commerciale est une réalité indiscutable. Pour la gagner, ils ne peuvent compter que sur leurs propres ressources humaines dont la formation adaptée aux besoins économiques terrassera la faim et diffusera un réel développement harmonieux et durable, aussi bien dans les campagnes que dans les villes, qui perdront de ce fait une partie de leur attrait actuel. En général, les populations désertent les campagnes et vont s'entasser dans les bidonvilles, dans les grandes villes inhospitalières, parce qu'elles rêvaient, avant de quitter le village, d'un emploi bien rémunéré susceptible de leur permettre de se procurer argent, toit, alimentation décente et loisirs. Elles sont attirées par les lumières de la ville qui contrastent avec l'obscurité des campagnes où l'on n'a que des lampes à pétrole comme moyen d'éclairage et où l'électricité conventionnelle est un luxe. Lorsque ces populations sont désillusionnées dans les capitales, elles n'osent pas retourner dans les campagnes parce que celles-ci sont défavorisées par les politiques nationales africaines actuelles.